Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de Foxcatcher de Bennett Miller. Foxcatcher, c'est l'histoire de Mark et Dave Schultz, deux champions olympiques et deux frères surtout, qui vivent leur train-train tranquille. Mark vivant un petit peu dans l'ombre de son frère Dave. Et du jour au lendemain, un mystérieux milliardaire qui avait participé à l'armement des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, qui se nomme John DuPont, va rentrer en contact avec Mark pour essayer de le convaincre de venir habiter dans sa demeure pour s'entraîner et faire de son ranch qui se nomme Foxcatcher le lieu de rassemblement des lutteurs américains pour les prochains Jeux Olympiques. Voilà comment résumer la base d'un film qui va évidemment beaucoup plus loin que ça et qui recherche surtout beaucoup plus de réflexion que simplement l'histoire d'un lutteur qui va rencontrer un milliardaire. Autant être clair tout de suite, Foxcatcher est un chef-d'œuvre. Ça sera indéniable, et c'est indéniable lorsqu'on le voit. Il s'agit d'un des très grands films de ce début d'année, et peut-être même l'un des grands films de l'année 2015, au regard de ce que l'on voit à l'écran. Donc Bennett Miller, ici, c'est son troisième long métrage, après Truman Capote et Le Stratège. Deux très très bons films. Voire même excellent pour Truman Capote. Le Stratège étant un petit peu dans l'ombre de The Social Network, dû au fait qu'il s'agisse des mêmes producteurs et du même scénariste, Sorkis, mais pour le coup, là, il se détache complètement de cette image-là et il va adapter une histoire vraie qui lui tenait à cœur lorsqu'il a découvert les articles de journaux et les bouquins parlant un petit peu de cette aventure-là, qui est quand même assez surréaliste, il faut le reconnaître. Et donc, il réalise enfin ce film qui est reparti du Festival de Cannes avec le prix de la mise en scène. Il aurait dû repartir avec beaucoup plus de prix que ça. Mais bon, il est déjà reparti avec le prix du meilleur metteur en scène, ce qui n'est pas rien. Donc, très clairement, ça commence par un scénario écrit par Dan Futterman et E. Max Fry, qui est d'une justesse et d'une force absolument hallucinante. On a rarement vu au cinéma un scénario aussi bien écrit et aussi subtil dans les métaphores et les réflexions qu'il pose tout au long de la continuité dramatique. D'abord, on a un drame shakespearien, tout simplement, à travers ce film. C'est l'histoire d'un homme qui va rencontrer un mentor et qui va pas supporter que ce mentor prenne le pas sur son destin et qui va essayer de lui faire comprendre que c'est lui qui prendra en main sa vie. Et de ce point de vue-là, c'est super bien maîtrisé. On le ressent du début à la fin du film, surtout lorsque le film se découpe en deux grandes parties. Une première partie où ça va être l'acceptation et l'adoration du mentor, et une deuxième partie où ça va être le rejet et l'exil du champion loin de son mentor. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une superbe réflexion sur le fait de vivre dans l'ombre de son frère, puisque Mark Schultz donc vit dans l'ombre de la médaille d'or de Dave Schultz aux Jeux Olympiques, alors que Mark lui-même a eu une médaille d'or. Mais le problème, c'est que tout au long du film, et c'est subtilement dosé, on nous fait comprendre que à chaque fois que Mark va quelque part, en fait, il y va pour Dave. L'introduction, c'est quoi ? C'est Mark qui se rend dans un collège pour parler de sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et lorsque l'institutrice demande à quel nom elle demande le chèque, elle demande Dave ou David, et lui dit Mark, parce que ça devait être son frère qui devait venir, et finalement c'est lui qui est venu. Et ensuite, Miller et les deux scénaristes enchaînent sur une séquence absolument sublime. Et donc là, on va passer dans la mise en scène. Du point de vue du scénario, cette séquence-là, c'est la séquence où on voit pour la première fois Dave et Mark s'entraîner ensemble. Mais Miller arrive à tout de suite faire comprendre la dualité entre les deux frères en une séquence qui fait 3 minutes. Et c'est là, je pense qu'on ressent le brio du réalisateur. Il les montre tout d'abord en train de s'entraîner à la lutte. Dave entraînant Mark. Et on a une fluidité dans la mise en scène des mouvements des deux personnages. On sent qu'ils sont habitués à enchaîner les mouvements. On sent qu'ils sont habitués, à laisser passer, à laisser couler. Et on sent, à travers ces mouvements-là, que Mark, justement, est presque un gruyère, qu'il laisse Mark
prendre possession de lui, qui laisse Mark le manipuler, qui laisse Dave, qui laisse Dave le manipuler dans tous les sens, abuser de lui, le faire retourner, lui faire éviter des mouvements. Enfin, c'est vraiment subtil. Et tout d'un coup, on a ce retournement quand Dave commence à trop en demander à Mark, où Mark commence à balancer des mouvements très violents, très abrupts sur la nuque de son frère. Et là, tout de suite, ce qui devait être un entraînement de lutte passe tout de suite en une chamaillerie entre deux frères. Et de ce point de vue-là, c'est d'une élégance tellement rare et d'une subtilité tellement magnifique qu'à travers une séquence, sans le moindre dialogue quasiment, il arrive à faire comprendre la dualité entre les deux frères plutôt que d'aligner les images d'archives ou les dialogues trop longués sur ça. Et c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît le brio de Miller. Et puis ensuite, évidemment, il y a tout le reste du film. La mise en scène de Miller va vraiment chercher à rendre tout grandiose, à rendre tout exceptionnel, comme si on vivait ce rêve américain qu'on n'arrête pas de nous vanter et dont John DuPont a fait son credo. Tout le long du film, quasiment, John DuPont est montré avec en fond un drapeau des États-Unis. Et en plus, dans son bureau, il a un drapeau des États-Unis avec des étoiles qui commencent à se décoller. C'est pas pour rien. On sent que Miller veut nous faire comprendre que ce John DuPont qui est censé représenter le rêve américain, c'est un rêve américain qui est voué à s'écrouler sur lui-même, qui est voué à se détruire, car ce sera toujours un homme qui en envie un autre. C'est ça le vice du rêve américain et qui est absolument magnifiquement représenté là-dedans. Dans la première partie du film, on nous montre la fascination de Mark sur John, parce qu'on met John dans une position de dominant, et Mark dans une position de, pas vraiment de dominer, mais d'admirateur, donc, sous-entendu de dominer. Et résultat, il envie John, et petit à petit, il va essayer de l'atteindre. Sauf que Mark a quelque chose que n'a jamais eu John, c'est la gloire de la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et John essaye d'atteindre cela par lui. Mais dès le moment où Mark va commencer à s'éloigner de la lutte et à se faire, on va dire, convertir de manière machiavélique par John, tout de suite John n'a plus de respect pour cet homme parce que il est arrivé à peu près au même niveau que lui. Il a les mêmes vices, il a la même ambition, il a une partie de sa fortune puisqu'il habite dans une maison qui est juste à côté de lui, et ainsi de suite. Et résultat, à partir de là, John qui avait le pouvoir n'arrive plus à le contrôler. Et tout de suite, on a un renversement du rêve américain qui s'inverse et qui nous montre de manière subtile, par le biais de la mise en scène de Miller, que ce rêve américain, il les voit s'autodétruire parce que ce sera toujours deux personnes qui reviendront toujours au point pour essayer de régler leurs différences, que ce soit sociales ou financières. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment sublime, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, on a donc le jeu des acteurs. Alors le jeu des acteurs, ils sont tout simplement parfaits. On a un trio d'acteurs qui est saisissant de puissance et de force. Il est emmené donc par Steve Carell, littéralement métamorphosé en John DuPont, avec cette prothèse nasale qui le rend complètement différent, qui le rend presque possédé. C'est absolument jouissif de voir ça. Il maîtrise ce personnage et on sent dans ses mimiques qu'il le maîtrise bien, qu'il est d'une extraordinaire finesse et résultat il le porte avec beaucoup de force, beaucoup de maestria, beaucoup de majestuosité presque durant tout le film. On va mettre sur le même plan les deux autres acteurs, Channing Tatum et Mark Ruffalo, donc qui jouent les frères Schultz. Les deux acteurs sont vraiment excellents et ils jouent très très bien chacun leur rôle. Dave et donc Mark Ruffalo étant le personnage qui réfléchit, qui est la tête pensante du duo, et Channing Tatum jouant plutôt donc Mark, le frère qui est voué à gagner, qui est voué à remonter et à s'imposer. Et les deux acteurs se complètent vraiment bien et c'est ça qui fait la grande force du film. On citera rapidement aussi Sienna Miller qui campe la femme de Dave, et résultat, elle aussi elle est extraordinaire, même si elle est un peu remise au second plan. Et ce qui est intéressant pour les trois acteurs, c'est que Miller leur a fait jouer des singes primaires. Ça semble très bête dit comme ça, mais ils sont tout le temps cambrés, ils sont généralement avec les bras pâteaux, et on essaie de nous les montrer comme des brutes
voilà, qui redeviennent primaires, qui redeviennent dominés par leurs instincts de base. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on sent que, résultat, le metteur en scène ne les a pas simplement laissés en faire trop, et les a contrôlés par le biais de cette demande. Donc oui, pour faire simple, Foxcatcher de Bennett Miller, c'est vraiment un film à voir. C'est un grand chef-d'œuvre de cinéma moderne, avec énormément de réflexion, énormément d'esthétisme et de force. Et donc c'est un immanquable en ce moment en salle, et c'est peut-être tout simplement un des immanquables de l'année 2015, qui commence très très bien avec ce film-là. Donc oui, Foxcatcher de Bennett Miller, à voir absolument. A plus!